sang, on n'a pas besoin d'anémie de l'adolescent. Ça, c'est très important, c'est la première chose à faire. Et en pédiatrie, chaque terme compte. Nouveau-né, c'est différent de nourrisson. C'est 0,28 jours. 29 jours n'en fait pas partie. Il faut qu'on se comprenne. Donc, rajouter la période néonatale avec la norme de l'âge. Alors, vous dites classification des anémies, vous avez donné un texte, mais à la fin, j'ai ajouté, il faut faire attention au terrain. Ce que vous dites, c'est vrai, mais vous l'avez dit dans la suite de la leçon, le terrain, il est hyper important. Un taux d'hémoglobine à 8, absence de terrain, c'est différent d'un taux d'hémoglobine à 8 sur un terrain particulier. Alors, l'intérêt épidémiologique, oui, c'est une entité relativement rare, hein, l'anémie néonatale, ou bien les anémies néonatales. Moi, je préfère même que vous fassiez que le titre soit au pluriel, plutôt que de dire l'anémie. C'est la même chose, hein, mais puisque c'est plusieurs mécanismes, en général, c'est relativement rare. On les reçoit dans les services hospitaliers, mais ce n'est pas classique. C'est vraiment une exception. Les nouveau-nés qui présentent des anémies, vous n'en verrez pas tout le temps, En fait, des anémies qui nécessitent quand même des hospitalisations. Et le diagnostic, l'intérêt diagnostique ici, c'est la difficulté. C'est pourquoi vous les recevez toujours en stade avancé avec des complications. Parce qu'un nouveau-né, il est inclair. Et les gens n'ont pas l'habitude du nouveau-né. Même les médecins généralistes, même les pédiatres, en dehors des médecins néonatologistes et des médecins hospitaliers, la plupart des gens chez le nouveau-né, si un nouveau-né présente une anémie ou un ictère, il risque d'arriver à l'hôpital avec les complications parce qu'on ne se rend pas compte qu'il est en train de faire une anémie parce que naturellement, il a un teint clair et les gens ne font pas la différence entre la pâleur et la couleur normale. Donc, il faut parler de cet élément-là, difficulté à faire le diagnostic. Alors que chez le nouveau-né, même la peau nous oriente vers l'anémie. Chez les nourrissons et les autres, vous allez rechercher la pâleur au niveau des muqueuses. Voilà. Mais chez le nouveau-né, c'est cutané et muqueuse, essentiellement cutané. Le taux d'hémoglobine, vous l'avez dit, il varie énormément, c'est très bien. Le schéma que vous avez donné sur l'hématopoïèse, il est bien, mais il est petit. Il faut l'agrandir pour qu'on puisse voir. Il y a un lapsus ou deux lapsus. Le premier, c'était sur les déviations standards. Ce ne sont pas des dérivations standards. C'est souvent l'erreur en lisant. DS, ce n'est pas dérivation, c'est déviation standard. Et quand vous dites l'hémoglobine fœtale, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit à propos de l'oxygène, il faut faire attention. La particularité de l'hémoglobine fœtale, c'est qu'elle relargue très mal l'oxygène. Et ce qui l'explique d'ailleurs, ce qui explique que cette hémoglobine fœtale, elle est retrouvée en période fœtale, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, parce qu'il baigne dans un environnement aquatique. Et là, les échanges entre la mère et l'enfant se font via le placenta. Donc, l'enfant n'est pas, le fœtus n'est pas autonome. Lui, il n'a aucun problème d'oxygène parce que tout se fait par le placenta. Et cette hémoglobine fœtale, à la naissance, elle est remplacée par une hémoglobine A. Étant donné qu'elle relargue mal l'oxygène, si elle persiste dans la période postnatale, ça va poser problème. Et c'est très bien expliqué, mais malheureusement, vous n'en avez pas parlé. Je n'ai pas le curseur, je ne sais pas, est-ce que vous voyez là ma souris? Non. Vous ne voyez pas ma souris. Vous avez vu les courbes d'hémoglobine? La courbe mauve, c'est la courbe de la chaîne alpha. Vous voyez celle-là, la courbe mauve, là, au-dessus, la courbe alpha. Elle est produite très tôt. Et elle continue, voilà, elle reste en plateau. Cela veut dire que toutes les hémoglobines contiennent la chaîne alpha. Elle est là, elle est constante. Par contre, quand vous prenez la chaîne bêta, cette courbe-là en dessous, allez-y, voilà. En dessous, oui, non, la gamma. Prenez la gamma. La gamma. Voilà. Cette courbe-là, c'est la courbe de la chaîne gamma de l'hémoglobine. La chaîne gamma, elle donne l'hémoglobine fœtale. Et vous avez vu, la première pente, elle est oblique. Donc, après la conception, il y a une production d'hémoglobine fœtale. La chaîne gamma, elle est importante. Ensuite, elle est en plateau. Elle reste en plateau en même temps que la chaîne alpha. Et à partir de la naissance, vous voyez, elle va commencer à chuter. Pourquoi? Parce que l'enfant sort de l'environnement aquatique pour aller dans l'environnement aérien. Et ici, il doit être autonome, respirer par ses poumons et fixer son oxygène. Et l'hémoglobine fœtale n'est pas faite pour cela. C'est la raison pour laquelle la courbe, elle descend.
Et chez certains enfants, vous aurez ce qu'on appelle une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale. Vous aurez des pourcentages qui ne sont pas nuls, qui vont persister. Mais en général, ce n'est pas très grave. Les enfants parviennent à vivre correctement avec. Par contre, chez les enfants qui présentent les thalassémies, on le verra dans la suite du séminaire, les enfants qui présentent des thalassémies à l'état homozygote, ils auront beaucoup d'hémoglobine fœtale. Et c'est cette hémoglobine fœtale qui sera à l'origine de beaucoup de complications parce que cette hémoglobine fœtale n'est pas très compatible avec l'hématopoïèse normale, l'érythropoïèse normale et l'hématose normale parce qu'elle relargue très mal l'oxygène. La chaîne bêta, la dernière en bas, la bleue, la chaîne bêta, allez-y avec le curseur. Voyez, la chaîne bêta, c'est elle qui va être à l'origine de la synthèse de l'hémoglobine de type adulte. Donc, ici, elle est très faible en période fœtale parce que l'enfant n'en a pas besoin, elle a déjà son hémoglobine fœtale. Par contre, à la naissance, dès que l'hémoglobine fœtale baisse, vous voyez, la baisse de l'hémoglobine fœtale correspond à l'augmentation de production de la chaîne bêta qui va correspondre à l'hémoglobine A. Et cette hémoglobine va continuer. Vous aurez les chaînes alpha et les chaînes bêta qui vont évoluer ensemble en plateau et c'est une courbe vraiment constante. Au moment où la gamma baisse, alpha et bêta restent en plateau. Et c'est la raison pour laquelle, pour les enfants qui ont des anomalies de la chaîne bêta, les signes ne vont pas s'exprimer avant un certain délai. Vous voyez ici, le plateau, vous l'avez autour de 18 mois, 24 mois, vers 2 ans. Et donc, l'augmentation, là où les deux se croisent, c'est autour de 6 mois. Donc, les enfants qui présentent des anomalies de la chaîne bêta, notamment la drépanocytose, les signes s'expriment autour du premier semestre. Quand la chaîne bêta va, la chaîne gamma va baisser, la chaîne bêta va augmenter. Donc, il faut comprendre le schéma comme cela et non l'interpréter juste à partir des sites de l'érythropoïèse. Les sites, c'est important. Et la dernière, la verte là, la courbe verte, elle est embryonnaire. C'est une hémoglobine transitoire. Elle n'est pas compatible avec la vie au-delà de la période embryonnaire. Donc, dès que le fœtus passe dans le stade fœtal, cette hémoglobine, elle disparaît complètement et elle est remplacée par les autres chaînes. Alors ça, c'était juste un petit commentaire. Il faut également rappeler les particularités physiologiques du nouveau-né sur le plan hématopoïétique. Le nouveau-né a une macrocytose physiologique, il a une polyglobulie physiologique, la durée de vie des globules rouges est raccourcie à 60% par rapport à la norme, vous l'avez dit, au lieu de 120 jours, c'est 90 jours. Et autre particularité, c'est la faible volémie du nouveau-né. Le nouveau-né a une faible volémie qui tourne autour de 80 ml par kilo. Donc, tous ces éléments font que c'est un terrain fragile. Quand vous avez une anomalie de l'érythropoïèse, cela peut avoir vraiment un impact négatif. Ensuite, ça, c'était les rappels. Le diagnostic, toujours positif, retentissement différentiel étiologique. Ça, il faut respecter ce plan-là. Les circonstances de découverte, après, vous donnez les signes. Alors, les circonstances de découverte varient énormément selon le contexte. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais restez classique et restez clinicien. Dites-vous, je suis à la garde, je reçois un nouveau-né qui a une anémie. Dans quelles conditions il arrive à l'hôpital? Il arrive souvent en détresse respiratoire, il arrive souvent parce qu'il y a un saignement au niveau de l'ombilic, il arrive souvent parce qu'il y a un ictère massif, etc. Donc, donnez les circonstances qui vous sont familières, ce que vous vivez tous les jours. Ensuite, vous faites l'examen. L'examen, je vous l'ai dit, ne mettez pas signe. Signe, c'est pour le chapitre signe. Changez, enlevez signe, mettez examen. D'accord? Et en l'examen, rappelez-vous ce qu'on avait dit au début, la pâleur, elle est difficile à reconnaître chez l'enfant de nouveau-né, vraiment. C'est la raison pour laquelle nous les recevons souvent dans un stade avancé, parce qu'à la maternité, les sages-femmes parfois n'ont pas l'expérience. Dans les centres de santé, les médecins pareil, les infirmiers, etc. Donc vraiment, recherchez cette pâleur-là un peu partout. Reconnaissez-la et faites la différence entre une pâleur et ce qui n'est pas pâleur.